Bien, dans cette leçon, nous allons voir une fiche méthode concernant la mécanique. Donc là, je vais vous donner une méthode pour résoudre un problème dans le cas général. Par la suite, je vous donnerai quelques exemples concernant cette méthode, mais pas dans cette leçon. Donc je me consacre sur les points forts de la méthode. Vous avez un problème de mécanique à résoudre. Le premier point consiste à définir le système mécanique. Donc pour chaque point, je vais vous donner un exemple. Admettons, je m'intéresse à la chute libre. Chute libre d'un corps. Ou d'une bille, si vous préférez. Mais concernant le petit 1 ici, quel est le système que je vais étudier? Bien entendu, c'est la bille. Donc c'est la bille qui va m'intéresser comme système mécanique. Donc la bille, c'est le système mécanique dans ce cas-là. Admettons maintenant, je m'intéresse à un skieur qui descend une pente de cette manière-là. Donc, le système mécanique qui m'intéresse ici, c'est le skieur. Vous voyez, c'est le skieur. Donc, voilà comment on définit un système mécanique. Donc, la première chose à faire, c'est de voir quel est le corps sur lequel portera l'étude de l'exercice. Il y a plusieurs exemples, là je vous ai donné 2 exemples, mais vous trouverez bien entendu beaucoup de problèmes de mécanique dans lesquels il y a juste un corps qui est intéressant dans l'étude. Voilà le premier point. Donc, maintenant le deuxième point, c'est définir un référentiel d'étude, ou définir le référentiel d'étude. Donc, dans ce cas-là, le référentiel va être supposé galiléen. Je vais vous mettre ça et je vous l'expliquerai après, galiléen. En général, dans les programmes que vous faites, on travaille dans le référentiel qu'on appelle référentiel terrestre. Vous voyez? Donc, le référentiel, on va prendre le référentiel terrestre. Voilà. Supposer qu'on a un référentiel galiléen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce référentiel-là, on peut appliquer les lois de Newton. Galiléen, ça veut dire que on peut, bien sûr, appliquer les lois de Newton. Donc, voilà le référentiel. Pour définir un référentiel, en fait, c'est un solide par rapport auquel, je vais vous donner un petit peu une définition simple aussi, c'est un solide par rapport auquel on étudie le mouvement. On étudie le mouvement mécanique, bien entendu, dans ce cas-là. Bon, un solide, un exemple, travailler dans un laboratoire, c'est comme un solide. Vous voyez, le laboratoire, il est lié à la Terre, et par conséquent, il peut jouer le rôle d'un référentiel. Vous voyez, un laboratoire, par exemple,
c'est référentiel terrestre, vous voyez. C'est-à-dire qu'on peut faire le mouvement par rapport au laboratoire. C'est ce qu'on fait d'habitude quand on fait des expériences en mécanique, hein, dans un laboratoire de physique, par exemple. C'est exactement ça. Je vais vous donner le contraire, bien sûr, d'un laboratoire. Par exemple, vous êtes dans un tram, par exemple, vous voyez, dans un tram, et vous en avez un autre qui cache le solide qui est fixé à la terre, c'est-à-dire les immeubles, et puis tout ce qui est lié à la terre. Donc, il y a un des deux trams qui démarre, qui part, et vous êtes dans l'un des deux trams. Ben, vous n'allez pas savoir lequel se déplace. Est-ce que le vôtre ou bien celui qui était à côté, vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, on cherche un solide qui est fixe à la terre, et c'est ce solide-là qui va me donner le tram qui se déplace. Vous voyez? Parce qu'il se déplace par rapport à la terre, vous voyez? Donc, le tram, c'est aussi un autre référentiel, vous voyez? Autre référentiel. Vous voyez, c'est un autre référentiel. Sachez que on travaille toujours dans le référentiel terrestre, supposé comme galiléen, dans lequel on applique les lois de Newton. Voilà, ici. Donc tout ça, c'était pour un petit peu clarifier un peu le référentiel de façon un petit peu plus approfondie. Vous voyez ce que je viens de dire ici. Donc, le référentiel, c'est toujours terrestre, hein, dans ce qu'on va faire. Donc là, le problème voilà, est clair. Maintenant que vous avez le référentiel, on passe à l'inventaire des forces, vous voyez? C'est-à-dire le système mécanique qui vous intéresse, il est soumis à des forces. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tous les répertorier, vous voyez? Donc, inventaire des forces. Inventaire des forces. Ah, donc ici, pour le référentiel, c'est le référentiel terrestre qui va nous intéresser par la suite. Inventaire des forces, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire le bilan des forces. Faire le bilan des forces. Voilà. Exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé de chute libre. Chute libre verticale d'une bille. Voilà. D'une bille. Donc la chute elle est verticale, ça concerne une bille, donc la bille c'est le système mécanique qui m'intéresse. Donc si vous avez une bille ici, de masse petit m, ça c'est le sol ici, et je lâche la bille à partir de cette hauteur-là, h, sans vitesse initiale, c'est-à-dire vous prenez la bille entre vos doigts et puis vous la lâchez. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va tomber au sol. Donc quelles sont les forces qui sont appliquées à la bille? Le mot libre ici, chute libre, exclut toute force de frottement et toute autre force, autre que le poids. C'est-à-dire libre veut dire que la seule force appliquée ici, c'est la force poids. Vous voyez? Donc voilà, l'inventaire des forces ici, il est simple, hein, c'est le poids P. Donc si on vous demande de représenter, bien entendu, je représente le poids
comme ça, hein, c'est une force dirigée vers le bas et appliquée au centre de gravité du système mécanique. Voilà les forces pour la chute libre. Bon, retenez, une chute, quand on prononce le mot libre, veut dire que la seule force appliquée au système mécanique, c'est le poids. C'est vraiment, il n'y a pas le mot libre, et bien dans ce cas-là, il y a les forces de frottement, il y a la poussée d'Archimède, il y a d'autres forces que le poids P. Petit 4, schématiser le problème. Donc, schématiser la situation, vous voyez, même à main levée, c'est intéressant pour bien comprendre les choses. Hein, tout à l'heure, j'ai parlé de la chute libre. Schématiser la situation et choisir un système d'axes. Vous voyez, des axes, un système d'axes. O, X, Y, Z, c'est ces trois dimensions. Donc je vais montrer ça dans le cas de la chute libre. Donc on a dit que la chute libre, je mets la bille, je mets le poids P comme ça. Hein, je mets le sol, il est là. Ça c'est le sol. Bien entendu, là vous avez les trois dimensions de l'espace, mais tout dépend du problème qu'on étudie. Vous voyez, là c'est la chute libre verticale, donc la bille va tomber verticalement vers le bas comme ça. Donc il suffit de prendre un axe dirigé vers le haut. Vous voyez, haut ici, dirigé vers le... Hein, dans le sens positif, il est vers le haut, hein, de centre haut, de vecteur unitaire, si vous préférez, petit k, et je l'appelle Z. Donc vous voyez que pour ce problème, j'ai un seul axe dirigé vers le haut. Et pourquoi le système d'axes? La projection des vecteurs, accélération, vitesse et position aussi. Vous voyez la position, ça veut dire les coordonnées X, Y, Z. Donc voilà, je rappelle un petit peu les étapes. On définit le système mécanique. Hein, dans le cas de la chute libre, c'est une bille. On définit le référentiel. On dit qu'on étudie la bille dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire la Terre. Inventaire des forces, c'est-à-dire le bilan des forces. Puisqu'on me dit que c'est la chute libre, donc il n'y a que le poids. Si vous avez d'autres systèmes, etc., on peut mettre toutes les forces concernées par le problème. Ensuite, on schématise le problème, c'est-à-dire la situation, et on choisit un système d'axes. Voilà, comme dans ce cas-là. Si par exemple j'ai, au lieu d'une chute libre verticale, j'ai une chute libre parabolique. Ça veut dire quoi parabolique? Ça veut dire que vous avez un système d'axes X, Y, ici O, là c'est I, J. Un conseil que je vous donne, regardez la leçon sur les vecteurs, parce que les vecteurs, si on ne connaît pas les règles de base, eh bien, les problèmes de mécanique deviennent tout de suite un petit peu compliqués, vous voyez. Donc, regardez ce que ça signifie un vecteur unitaire comme ici, le I, le J. Regardez comment on fait la projection d'un vecteur dans un système d'axes, etc., etc. Donc ici, par exemple, j'ai un golfeur qui, vous voyez, qui lance une balle de golf avec une vitesse comme ça, vous voyez, vitesse dans ce sens. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, la balle de golf? Donc, il va partir comme ça. Donc, après, il va tomber au sol. Donc, on dit que c'est un mouvement parabolique, vous voyez? Mouvement de chute libre parabolique. Mouvement parabolique. Et puisque c'est une chute libre,
il n'y a que le poids sur la bille, hein, sur la balle de golf. Comme c'est une chute libre parabolique, un mouvement parabolique, donc c'est une chute libre parabolique, eh bien, la balle de golf n'est soumise qu'à la force P. Donc vous voyez que ce mouvement par rapport à l'autre, il se déroule dans un plan, vous voyez, X, Y. Tout à l'heure, j'avais qu'un seul axe que j'ai appelé Z, et d'ailleurs, on peut l'appeler X, Y, Z, ce que vous voulez, vous voyez. Seulement, dans plein de livres, on l'appelle Z, mais vous avez le choix de l'appeler comme vous voulez, sauf, c'est dans un exercice, il est déjà mentionné Z, eh bien, il faut respecter la notation de l'exercice. Ça, il faut le noter, toujours respecter les notations d'un problème, sauf si vous devez donner un paramètre qui n'est pas dans le problème, et dans ce cas-là, vous avez le choix de prendre ce que vous voulez. Donc ça, c'est un autre exemple. Vous voyez, on fait le schéma, on représente les axes, le système mécanique et les forces. Un autre problème de mécanique aussi, c'est la chute d'une bille dans un liquide. Donc cette fois-ci, ce n'est pas une chute libre. Vous avez ici une éprouvette par exemple, vous voyez, là. Dans l'éprouvette, il y a un liquide. Hein, il y a un liquide de masse volumique ρ et je laisse tomber une bille dedans. Donc la situation, elle est schématisée ici. Sachant que la situation, c'est-à-dire le mouvement est vertical, donc je ne suis pas obligé de prendre 2 ou 3 axes. Vous voyez, je vais prendre un seul axe. En général, on prend l'axe qui descend vers le bas, mais si vous le prenez vers le haut, il n'y a aucun problème, c'est valable aussi. Mais si on vous donne comme ça un axe Z vers le bas, hein, ici l'origine O, vecteur unitaire K, il est comme ça veut dire qu'on va étudier le mouvement suivant cet axe-là qui est vers le bas. Donc, ces 4 points. Le système mécanique, c'est la bille. Le référentiel, c'est toujours terrestre. Donc ça, il faut le noter aussi. L'inventaire des forces maintenant. Donc vous voyez que ça n'est pas une chute libre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 3 forces dans ce cas-là. Donc pour l'inventaire des forces, hein, j'ai le poids P. Ah, je ne vais pas respecter l'échelle, hein, d'accord? Ensuite, j'ai la poussée d'Archimède qui est vers le haut. La poussée d'Archimède, bien sûr, c'est une force toujours dirigée vers le haut. Donc, je vais la mettre là, la poussée d'Archimède. Je peux mettre PA comme poussée Archimède. Et vous avez la force de frottement. C'est une force de frottement qu'on appelle petit f. Voilà. Donc vous voyez que ce problème-là, hein, je n'ai pas mis la flèche sur PA, bien entendu il faut la mettre, c'est un vecteur, voilà. Donc vous voyez bien que hein, les 3 forces s'appliquent, je vais les mettre au centre de gravité de la bille. Hein. Donc vous voyez que maintenant sur ce problème-là, j'ai 3 forces. Puisqu'on vient de voir comme exemple depuis tout à l'heure, on a vu la chute libre verticale, hein, la chute libre parabolique et la chute dans un liquide. Vous voyez, je n'ai pas prononcé le mot libre. Si vous prononcez le mot libre, ça veut dire que ces 2 forces-là, F et PA, doivent être nulles. Or, ils ne sont pas nuls dans ce cas-là. Sachez que vous allez faire des exercices, des travaux pratiques sur ces 3 situations normalement. Cette situation de la bille dans un liquide, je l'ai déjà traitée dans deux leçons, donc si ça vous intéresse, allez-y pour les voir, parce que tout est expliqué dedans.
Pour la chute libre verticale, ça sera la prochaine leçon de mécanique pour appliquer un petit peu tout ce que je viens de dire là de façon approfondie et de façon complète. Maintenant que j'ai défini le système mécanique, le référentiel terrestre, j'ai fait l'inventaire des forces, j'ai schématisé et puis dressé un système d'axes, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien maintenant, j'applique les lois de Newton. Donc, application des lois de Newton. Donc, soit la première loi qui s'appelle aussi le principe d'inertie, hein? Revenez dans votre cours pour voir la première loi, le principe d'inertie. Ça veut dire en fait la somme des forces qui s'appliquent sur le système mécanique égale à 0. Ça veut dire que les forces appliquées au système se compensent. Et alors, ça donne quoi? Eh bien, ça donne une accélération nulle, une vitesse constante, etc., etc. Tout ça, on le verra dans un exercice. Ou bien la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Hein? Ça veut dire que la somme des forces appliquées au système égale à petit m fois l'accélération du centre de gravité du système. Ça s'appelle la deuxième loi de Newton. Quel est l'intérêt des lois de Newton? Soit la première, soit la deuxième, selon les exercices, selon les problèmes. En fait, c'est à partir de ces lois qu'on va remonter à l'accélération, ensuite à la vitesse, ensuite aux équations horaires du système mécanique. Équations horaires, ça veut dire que des équations qui dépendent du temps. Comme ça, à chaque instant, je vais savoir où se trouve le système mécanique que je suis en train d'étudier. Donc, je vais revenir sur la deuxième loi de Newton. Bon, la première, je vais la laisser de côté. Je vais prendre la deuxième loi de Newton. Mais après, l'étude est semblable à la première loi de Newton. Vous allez voir. Juste pour vous dire, qu'est-ce qu'il permet d'avoir, mais de façon générale, parce que là, je suis en train de faire un travail général et qui s'applique à n'importe quel problème mécanique. Et prochainement, je ferai la chute libre verticale et après la chute libre parabolique. La chute d'une bille dans un liquide, ça a été déjà fait auparavant. Voilà. Bien, donc, la deuxième loi de Newton, là, je travaille dans le cadre général. Il dit que la somme des forces appliquées au système mécanique est égale à sa masse fois son accélération du centre de gravité G. Sachez, dans certains livres, on met M fois A, on ne met pas le G, pour simplifier un petit peu l'écriture. Je vais remplacer maintenant cette somme des forces I par la résultante. Vous voyez, ça veut dire la résultante, ça veut dire la somme de toutes les forces appliquées, je vais les appeler R, comme ça. Attention, R, c'est-à-dire la résultante des forces. Je vais noter que R ici, résultante des forces, à ne pas confondre avec la résistance. Résultante des forces. Des forces FI. Ça veut dire que j'ai fait la somme des forces FI. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai R égale à M A de G. Sachez, pour
Juste donner un exemple, pour la chute libre verticale, ben R, c'est égal à P. Vous voyez? Je peux le mettre ici entre parenthèses. Lors de la chute libre, libre verticale ou parabolique, c'est pareil, hein, d'accord? R égale à une seule force. C'est la force P, c'est le poids. D'accord? Et le poids, bon, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais j'allais le faire quand je ferai l'exercice, mais je vous le rappelle là, ça n'est pas inutile. Vous voyez, c'est M fois G. Hein, sachant que c'est Newton ici, là c'est kilogramme, et là c'est mètre par seconde au carré, pour le G. Mais ce n'est pas le problème qui m'intéresse celui-là. D'accord? R égale à M fois A. Donc, qu'est-ce qu'il me permet d'avoir la deuxième loi de Newton? Vous voyez, la deuxième loi de Newton, quel est le premier paramètre qu'il permet d'avoir? Eh bien, c'est l'accélération. Donc, vous voyez, regardez. Donc, l'accélération, tout de suite, je marque A égale à R sur M. Donc, vous voyez que l'accélération, elle est proportionnelle à R et inversement proportionnelle à la masse. Vous voyez? Hein, c'est la masse est très très grande, l'accélération est petite, et vice-versa, vous voyez? Donc, ça c'est l'accélération, hein, vectoriellement, et sachez que dans un système d'axes, on peut avoir les composantes, vous voyez? C'est-à-dire A, X, A, Y et A, Z. Bien entendu, l'accélération ici correspond à un mouvement dans l'espace. Admettons, pour la chute libre, il y aura juste, c'est l'axe, je l'appelle Z, il n'y aura que AZ. C'est-à-dire, je n'aurai pas ces deux-là. Vous voyez? Ces deux-là, je ne les aurai pas. Pour le mouvement, pour la chute libre parabolique, je n'aurai pas Z, mais j'aurai AX, AY. Hein? Donc, ça dépend bien sûr du type de mouvement, et là, c'est dans le cas général. Donc, maintenant que j'ai A, or, V ou A, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Hein, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, qu'est-ce qu'il me permet de trouver? Eh bien, une fois que j'ai les accélérations, eh bien, je peux aboutir à la vitesse. Donc, la vitesse va être aussi donnée par V de X, V de Y, V de Z. Et tout ça, c'est grâce à cette relation. Je vous montrerai après comment. Juste la noter et l'encadrer parce qu'elle est importante. Hein? La première relation qui me donne l'accélération, c'est celle-là. Vous voyez? Voilà. Hein? Regardez, je vais mettre une petite flèche ici. Celle-là, elle me donne les composantes de l'accélération. Hein? Et puis, cette relation me donne les composantes de la vitesse. Bon, maintenant, on sait que V égale à D de OG, c'est-à-dire la position du centre de gravité par rapport à l'origine de l'axe, voyez, ou des axes, O, sur DT. Vous voyez, donc ça, c'est la troisième relation. Donc, il va me permettre de trouver quoi? Il va me permettre de trouver X de T, Y de T et Z de T. Donc, vous voyez que maintenant, une fois qu'on a ça, vous voyez, la vitesse, elle est là, on peut déterminer au G, ça va me donner ça.
Donc vous voyez que comment les choses s'enchaînent. Et là, je vais effacer tout ça pour vous donner la méthode mathématique pour faire un petit peu ce travail-là. Vous voyez là, je vous ai rappelé les règles. Retenez la deuxième loi de Newton, la relation entre l'accélération et la vitesse, sachant que ici, j'ai pas mis le G, vous voyez, là le G, je ne l'ai pas mis là, et je ne l'ai pas mis là, je le remets, et là aussi. Mais sachez que si vous ne le mettez pas, voilà, sous-entendu, c'est l'accélération du centre de gravité. Hein. Parce que là aussi, je peux le mettre là, là et là. Vous voyez, ça alourdit un peu l'écriture, mais là, je le remets juste pour voir, et puis après, sachez que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment faire les calculs, comment appliquer les mathématiques dans ce problème-là. Bien. Donc, tout ce qui est là, et ce sera la dernière chose à faire, je vais le mettre au clair ici avec les règles de mathématiques et prochainement, on appliquera toutes ces règles sur un problème concret qui est la chute libre verticale et puis après la chute libre parabolique. Bien, là, j'ai l'accélération. Ici, je vais écrire les composantes de la vitesse, Vx, Vy dans le cas général. Hein. Et là, j'ai les composantes du vecteur position, OG. Donc, c'est x, y, z. On peut mettre le temps si vous voulez, mais si on ne le met pas, ça veut dire que, sous-entendu, il y a le temps. Comme ici, et comme là aussi, s'il n'y a pas le temps, ben, c'est une constante. Mais bon, là, je vais mettre que le temps ici. C'est pour cela qu'on les appelle des équations horaires. Hein, je vais le mettre là, équation horaire. Du mouvement, hein, d'accord? Du mouvement. Voilà. Ça concerne cette colonne. Bien, comment faire pour passer de A, G à V? Comment faire pour passer de V à OG? Vous voyez que vous avez la deuxième loi de Newton, elle est écrite ici, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Cette loi, elle va me donner l'accélération. Donc l'accélération, elle est donnée. Donc comment je vais faire pour trouver ça? Eh bien, sachant que je vais écrire les deux relations ici, A de G, c'est D de V sur D de T, et puis V, c'est D de OG divisé par D de T. Donc, ces deux relations à connaître obligatoirement. Donc, l'accélération s'obtient par la dérivée de V. Vous voyez, là, je parle mathématique. Dérivée de V. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer de la vitesse à l'accélération, je vais faire une flèche comme ça, là. C'est la dérivation, vous voyez? C'est la dérivation. Si vous avez la vitesse, par exemple, v de x, hein, et on vous demande de calculer l'accélération a de x, eh bien, vous allez dériver v de x. Par rapport au temps, faites attention, la variable qu'on a en mécanique, c'est le temps, t. En mathématiques, la variable que vous utilisez, c'est x. Mais en mécanique, c'est le temps t. Donc faites attention à ça. Regardez, j'ai partout le temps t. Vous voyez? Et là, c'est juste pour vous rappeler un petit peu les mathématiques. Vous faites f' de x. Mais sachez que f' de x, c'est d de f de x par rapport à d de x.
Donc ça, à connaître obligatoirement, vous voyez? Vous voyez, regardez là, je n'ai pas marqué V' de X, comme ici. J'ai marqué D de V sur D de T. Mais en fait, tout ça, hein, si vous voulez, D de V sur D de T, ça peut s'écrire aussi V' de T. Hein? Mais sachez que la notation D de V sur D de T, c'est ce qu'on utilise en mécanique et il faut prendre l'habitude de le faire, hein, parce qu'en mathématiques, parfois, vous simplifiez les choses, c'est-à-dire D de F de X sur D de X, vous l'appelez toujours F' de X. Mais sachez quand même qu'il s'écrit aussi comme ça, parce qu'on en a besoin en mécanique. Bien. Maintenant, regardez V. Comment on peut obtenir V si je connais OG? Vous voyez, là, je prends le problème à l'envers, hein, d'accord? Eh bien, c'est par la dérivation, vous voyez? Donc, dérivation. Il faut dériver x pour trouver v de x. Et ça, vous avez l'habitude de le faire. V de x égale à d de x sur d de t. Vous voyez, v de x égale à d de x sur d de t. En fait, ça vient de la formule qui est là. Et ici, ça vient de cette formule. Parce que regardez, l'accélération, c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse. Donc voilà, la vitesse, elle est là. On dérive, hop, on a l'accélération. La vitesse, elle est donnée par la dérivée du vecteur position. Ça veut dire x, y, z, si vous voulez. Eh bien, si je dérive d de x par rapport au temps, il va me donner v de x. Donc, c'est comme ça. Maintenant, si j'ai l'accélération et je cherche v. Vous voyez, ça c'est compliqué. Maintenant, tout à l'heure, j'avais v et je cherche a. Donc, je dérive. Vous voyez, on fait la dérivation, ce qui est marqué là. Maintenant, si j'ai le contraire, j'ai a et j'ai besoin de v. Ben, on fait le contraire de la dérivation, ça veut dire l'intégration, ou bien ce que vous avez déjà fait en première et en terminale, ce sont les primitives, fonctions primitives. Donc je vais marquer primitive, comme ça. Et là, c'est primitive aussi de ça. Vous voyez, primitive. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez A, hein, pour trouver V, il faut chercher la primitive de A. C'est quoi la primitive de A? C'est comme si c'est A, c'est une dérivée, et je cherche quelle est la fonction qu'on a dérivée pour trouver A. Et sachez que tout ça, je vais le faire prochainement. Là, c'est juste pour connaître un petit peu les étapes. Sachez que primitive, on l'appelle aussi intégration pour ceux. Intégration, c'est les intégrales, vous voyez. Par intégration, je trouve ça. Par intégration, hein, ceux qui n'ont intégration, je trouve ça. Donc pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'intégration ou d'intégrale, retenez le mot primitive, la fonction primitive. Donc vous voyez que dans un sens c'est la dérivation, dans l'autre c'est la primitive. Vous voyez, donc ça c'est obligatoire à connaître. Et donc la prochaine fois, pas dans cette leçon, je vais vous rappeler comment calculer les primitives, hein, dans la mécanique. Hein, vous devez connaître 3 primitives uniquement, 3, pas plus. Avec ces 3 primitives, on peut faire, hein, toute la mécanique que nous avons dans le programme, surtout de bac STL, et même de bac S aussi. Hein. Il y a 3 primitives à connaître. Donc, je vais les faire, les 3 primitives à connaître, je vais les faire à part, hein, pour les expliquer à part. Et après, je les appliquerai dans les problèmes que j'ai cités tout à l'heure, à savoir la chute libre verticale et la chute libre parabolique, pour vous montrer comment on applique les primitives dans ces 2 cas. Donc voilà, bon courage et puis à la prochaine.